Hello tout le monde, je vous souhaite un très bon vendredi 13, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma longue liste de livres que je suis en train de lire en cette période. Alors c'est vraiment très intéressant parce que nous allons en fait lentement approcher de Mabon qui est associé à l'équinoxe d'automne que nous célébrerons le 21 septembre. Et pourtant, personnellement, j'ai beaucoup plus l'impression d'être à l'approche du festival de Samhain, qui est la correspondance païenne de la fête populaire d'Halloween. Et donc, je suis dans cette période, finalement, que je perçois comme étant très magique, comme étant également très mystérieuse. Et il se passe pas mal de choses assez étranges, je dois dire. Et entre autres, j'ai retrouvé tout un tas de choses que j'ai depuis très longtemps, depuis parfois plusieurs années, mais que j'avais égarées, laissées de côté, complètement oubliées parfois, euh, avec différentes choses que j'ai pu être amenée à vivre ces derniers temps et différents déménagements également. Et donc après avoir déménagé il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de temps en temps rouvrir l'un de l'autre carton. Et aujourd'hui, j'ai réaménagé mon intérieur. Donc j'ai été amenée à là aussi bouger certaines choses et ouvrir certaines armoires. Et j'ai retrouvé notamment pas mal de livres que j'ai parfois depuis très longtemps et que je souhaite lire depuis très longtemps également, mais que pour différentes raisons, eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Et donc maintenant, eh bien, je m'y attelle. J'ai déjà lu une partie des livres dont je vais vous parler et ensuite j'ai une liste de livres que j'ai l'intention de lire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors avant de commencer, je vous propose de tirer une carte avec l'oracle Seasons of the Witch, l'oracle de Mabon. Alors, un message pour peut-être inspirer les personnes qui regarderont cette vidéo ou pour transmettre un message à l'approche de Mabon. Ok, alors, assez approprié pour ce vendredi 13, l'épouvantail, The Scarecrow. Alors, je vous laisse un instant regarder la carte et voir de quelle manière elle vous parle. De manière personnelle, peut-être par rapport à où vous en êtes, ce que vous vivez en ce moment. Donc c'est une carte qui dépeint trois épouvantails qui sont à l'image de trois sorcières. Il y a également des corbeaux dans le ciel et ensuite il y a des tournesols en arrière-plan. Et je vais lire la petite phrase qui se trouve en bas de la carte. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Avance avec confiance car tu es guidé. Voilà, une carte très intéressante qui assez clairement vient ici mettre en avant cet archétype de la sorcière avec, tous les clichés et les préjugés que l'on peut connaître. Donc cette sorcière qui est habillée en noir avec un chapeau pointu qui est effrayante puisque elle est représentée ici sous forme d'épouvantail. Et donc cette carte nous encourage à justement oser dépasser ces différents préjugés et ces clichés qui existent, qui peuvent évidemment être amusants et intéressants à explorer, mais à un moment c'est important de pouvoir se détacher des clichés et revenir à quelque chose de plus profond, pouvoir comprendre cet archétype à un niveau autre et pouvoir également se reconnecter avec la sagesse finalement de cette sorcière. Peu importe la manière dont nous choisissons de la laisser se manifester et nous parler dans notre vie, que ce soit à travers une pratique avec les cartes, que ce soit à travers un intérêt pour des pratiques spirituelles, en fonction de ce qui peut parler à chacun, ou que ce soit à travers l'exploration peut-être de remèdes naturels à base de plantes.
ou bien encore d'autres choses qui constituent cet univers fascinant de la sorcière. Et ensuite, cette carte nous encourage également à avoir confiance en nous, en cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de nous, et oser nous aligner avec ce chemin qui peut-être nous appelle, et ne pas nous laisser freiner ou décourager par ce que d'autres pourraient dire ou penser. C'est important de pouvoir voilà, revenir à cette sagesse de la sorcière et avoir confiance en qui nous sommes et en notre chemin. Ok, alors, comme je vous ai dit, j'ai une assez longue liste de livres. J'ai commencé par un livre dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, dont je ne vais pas trop m'attarder. Il s'agit de The Real Middle Earth de Brian Bates. J'ai déjà parlé de ce livre dans 2 vidéos et je vais penser à reprendre le lien en dessous de celle-ci. C'est un livre que j'ai absolument adoré lire. Je l'ai terminé le mois dernier. Et en fait, c'est un livre qui se base sur la Terre du Milieu que l'on retrouve notamment dans la saga Le Seigneur des Anneaux par Tolkien. Et ici, l'auteur nous amène dans une exploration du temps, puisque nous remontons environ 5 à 6 000 ans en arrière. Il nous amène dans ces anciennes civilisations celtiques et anglo-saxonnes qui vivaient comme dans cette terre du milieu, qui avaient cette conception du monde qui était très magique, c'est-à-dire ils croyaient au divin, ils croyaient aux êtres divins et aux esprits de la nature, et ils communiquaient en permanence avec eux, que ce soit l'esprit des rivières, l'esprit des arbres, les fées, les elfes, etc. Et tous ces êtres, toutes ces entités que l'on retrouve dans le monde spirituel faisaient partie de leur vie. Et donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ce point de vue de cette spiritualité totalement incarnée et pas de pratique magique ou bien d'une conception de la magie qui est effrayante et qui est remplie de préjugés ou bien de stéréotypes et de clichés, ou qui nous donne cette impression que c'est quelque chose d'effrayant dont il faut se méfier. Et évidemment, c'est important de faire preuve de discernement parce qu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, il y a vraiment de tout, y compris beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement compris ce qu'est la sorcière et ce qu'est la magie. Mais ce livre nous montre que la magie, elle est là. C'est nous, en fait, qui nous sommes coupés d'elle à travers le temps, à travers notre mode de vie. Donc ça a été une lecture absolument fascinante, très agréable. J'ai pris beaucoup de notes et je pense que je le relirai probablement à l'occasion. Ensuite, je viens de terminer hier Le monde mystérieux des chats de Herbie Brennan. Alors c'est un livre qui au départ a été publié en anglais puisque l'auteur est américain, mais j'avais cette version française que j'ai achetée. Donc le livre est paru en 2018, oui, et je l'ai acheté en 2019. J'ai retrouvé le ticket de caisse à l'intérieur du livre. Alors j'avais déjà lu ce livre, en tout cas une partie, il y a plusieurs années maintenant, mais je l'ai repris du début, je l'ai lu en à peine une semaine. C'est une lecture qui est très légère, extrêmement agréable. Il y a beaucoup d'humour. La personnalité du chat est extrêmement bien traduite et transmise à travers ce livre. Et donc l'idée en fait c'est que l'auteur veut nous aider à comprendre pourquoi nous avons cette fascination envers les chats alors que finalement ce sont des animaux qui sont tellement peu reconnaissants. Et pour les personnes qui comme moi ont un ou des chats, je pense qu'elles seront relativement d'accord. Le chat est un magnifique animal mais qui parfois peut être assez particulier. Et donc au départ, il dresse un portrait du chat, il nous donne des caractéristiques physiques, il nous parle également de sa personnalité qui est extrêmement... un passage qui est extrêmement bien fait. Et je voulais vous lire rapidement 2 phrases. Donc la différence essentielle entre un chien et un chat est soulignée par une blague révélatrice de nos réactions
à leur égard. Le chien dit « Tu me nourris, tu m'abrites et tu me protèges. Tu dois être un dieu. » Et le chat, quant à lui, observe « Tu me nourris, tu m'abrites, tu me protèges. Je dois être un dieu. » Et donc voilà, c'est extrêmement juste, je trouve. Donc cette partie est très intéressante. Même pour moi qui ai des chats depuis plus de 15 ans, j'ai appris des choses. Ensuite, bien sûr, l'auteur aborde ces aspects plus mystérieux du chat. Donc le chat prescient, le chat télépathe, le chat et le fantôme, la possession spectrale. Voilà, tout ça a été extrêmement intéressant. Le chat hypnotiseur également. Et à partir de un peu moins de la moitié du livre, l'auteur nous emmène à travers le monde et à travers l'histoire également. Bien évidemment, cette seconde partie commence avec les chats dans l'Égypte ancienne. Et je dois dire que les informations qui sont proposées sont vraiment ont été recherchées et c'est très agréable de lire un livre comme celui-ci qui est à la fois léger et plein d'humour, mais qui en même temps est basé dans une solide connaissance à travers des recherches assez approfondies. Donc les chats dans l'Égypte ancienne et ensuite dans d'autres cultures comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Europe. Puis la troisième partie parle évidemment des chats et de l'époque des sorcières. Et donc quel est l'intitulé? Les heures sombres pour les chats. Et pour terminer, il y a une section très intéressante sur la conception chamanique du monde, l'Égypte chamanique, et d'autres recherches pour parvenir ensuite à l'explication qui fait que nous avons cette fascination pour les chats. Quelque chose que je connaissais, mais j'ai vraiment été assez fascinée de tout ce que l'auteur a expliqué et de... Voilà, c'est à quel point c'est intéressant en fait. Et à quel point finalement nous en savons si peu sur nous-mêmes, sur le monde et évidemment aussi sur les chats. Voilà, donc comme je disais, hein, c'est un livre qui a vraiment été basé sur beaucoup de recherches et en fait l'auteur a passé 60 années à étudier et pratiquer l'occulte. Il a également une maîtrise en ésotérisme occidental de l'université d'Exeter. Ensuite, il a appris les bases du chamanisme et a découvert la réalité d'un monde des esprits appuyé sur des expériences d'autres anthropologues. Et il a également rencontré d'autres personnes, des personnes qui ont étudié les travaux de Carl Jung, ou bien un psychiatre qui a apporté des notions par rapport à l'inconscient collectif et la notion d'archétype. Voilà, donc c'est un livre qui finalement est très costaud et ensuite à la fin il y a toutes les références qui sont proposées, certaines que j'ai bien l'intention d'aller consulter. Donc un livre là aussi magnifique, extrêmement intéressant. Et je dois dire que pour les personnes qui sont intéressées par les chats, évidemment, ce livre pourra vous parler. Et ensuite, pour les personnes qui sont intéressées par la spiritualité, par les pratiques magiques, par les anciennes civilisations et quelque part les conceptions du monde depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, eh bien ce livre aussi va vous parler, tout comme le livre sur la Terre du Milieu, si vous avez l'occasion de pouvoir lire la version anglaise. Il y a un autre livre qui est traduit en français. Mais honnêtement, quand on voit
la quantité absolument gigantesque de livres qui existent aujourd'hui sur la magie, qui ne sont que des régurgitations de ce que celui d'avant a dit, et qui sont superficielles pour la plupart. Je ne vais pas parler de tous, mais qui pour la plupart sont superficielles et très, très théoriques, j'ai envie de dire, dans le sens où on proposez des rituels ou bien des sortilèges à réaliser pour obtenir quelque chose, alors que ça n'est pas du tout ce à quoi correspond la sorcière. Mais en tout cas, ces deux livres-ci valent toute une bibliothèque de ces livres New Age que l'on trouve un peu partout aujourd'hui, parce qu'ils donnent cette vision d'une spiritualité qui est totalement ancrée, qui est tout à fait connectée, qui est simple également, mais qui n'en reste pas moins fascinante et mystérieuse. Alors ensuite, j'ai eu terminé de lire la semaine dernière The Secret Herbs of Samhain, Plants to Contact the Spirits of the Dead, qui est traduit en français par Les plantes sacrées de Samhain. Et donc c'est un livre de Helen Everett Hopman. Alors j'ai ce livre depuis pas mal d'années et je pense que il remonte à une bonne dizaine d'années, je pense, 2019. C'est un livre qui est intéressant. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que l'auteur a proposé, puisque j'ai moi-même déjà une pratique bien installée avec les plantes et avec cette connexion médiumnique avec les défunts et avec la Santa Muerte, le monde des esprits de manière générale. Donc voilà, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais chacun a sa pratique et chacun a ses propres particularités. Maintenant, le livre est très intéressant, mais j'avoue être quand même restée sur ma faim. Ça n'est peut-être pas tout à fait ce à quoi je m'attendais d'une certaine manière, parce que au départ, donc les herbes, les plantes sacrées de Samhain pour contacter les esprits des morts et de la mort, je m'attendais à différentes plantes et différentes pratiques qui permettent de pouvoir entrer en contact avec des défunts et avec d'autres entités, des divinités, etc. Et ça n'est pas, je trouve, ce que l'on va retrouver dans ce livre. Alors tout d'abord, il y a les plantes pour la protection et la communication avec les esprits et les fées, mais ce sont à chaque fois, comment expliquer ? Ce sont plus des recettes en fait, par exemple ici du gin, ou bien du vin de pissenlit, du café de pissenlit. Ça n'est pas nécessairement des... Le livre ne propose pas vraiment des rituels ou même des pratiques pour réellement communiquer avec des défunts. Si c'est ce que vous cherchez et c'est ce que je pensais trouver au départ, ce livre ne vous parlera probablement pas. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects un peu plus folkloriques, j'ai envie de dire, qui sont proposés, comme par exemple, assez souvent, il y a l'explication de la manière dont une plante était intégrée dans le festival de Samhain. Par exemple ici, le sureau ou bien le pommier, voilà, comment ils étaient utilisés à Samhain. Maintenant, il s'agit d'un minuscule paragraphe, hein, puisque vous avez ici juste quelques lignes qui sont proposées. Alors ensuite, les plantes pour la purification. Là aussi, assez abstrait, je dois dire. Ensuite, les plantes pour la divination. Bon, la première, c'est le cannabis. Le tabac. Ok. Les plantes pour communiquer et honorer les morts. La belladone, c'est une plante toxique à ne pas utiliser sans précaution. Et là aussi, hein, de la confiture à l'aubépine.
En fait, le livre propose davantage des explications culturelles de ces différentes plantes que des aspects pratiques sur comment utiliser les plantes pour effectivement se connecter à l'esprit des défunts ou à l'esprit de la mort, le Santa Muerte de manière générale. Donc voilà, ça reste un livre intéressant, mais en sachant qu'il s'agit d'un livre qui est finalement très général et pas nécessairement, qui n'apporte pas nécessairement des aspects concrets et pratiques. Alors, j'ai eu terminé de lire, c'était déjà il y a 4 ou 5 mois, puisque c'était avant que je ne déménage, 365 Days of Hoodoo, qui est un bon livre, et j'ai décidé de le reprendre là maintenant et de relire certains passages que j'ai annotés. Donc il s'agit de 365 Days of Hoodoo, qui est traduit en français par 365 jours en Hoodoo, de Stephanie Rose Bird. Il s'agit d'un livre de 2021, donc il est assez récent, qui est une bonne base pour le Hoodoo. Donc personnellement, j'ai énormément exploré les différentes cultures magiques qui existent à travers le monde. Et il y a quelques années maintenant, j'ai découvert le Hoodoo, ou bien j'ai surtout décidé de m'y intéresser davantage. Et j'ai acheté ce livre, je pense que c'était au début de cette année, et j'ai eu terminé de le lire vers la fin du printemps. Et c'est un livre qui est assez intéressant, qui propose de nombreux concepts clés, de nombreuses bases finalement de cette culture et cette pratique du Hoodoo. Et l'idée en fait, c'est de suivre un paragraphe par jour. Et au terme des 365 jours, eh bien, vous avez terminé le livre et vous avez un très bel aperçu de cette pratique. C'est un livre qui comporte beaucoup d'explications, assez faciles d'accès et qui est aussi très pratique puisque l'auteur va vous encourager à soit acheter du matériel ou à rassembler du matériel dans la nature par exemple, voire éventuellement à confectionner certains objets par vous-même pour vous permettre petit à petit bien de créer les différents, créer cette petite panoplie d'outils magiques que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour pratiquer le Hoodoo. Donc, comme je disais, c'est une lecture qui a été très intéressante, qui reprend les bases. Maintenant, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que l'auteur a proposé. Stephanie Rose Bird est apparemment assez connue, mais j'ai vraiment l'intention de lire un autre livre sur le Hoodoo d'une autre ou d'un autre auteur pour avoir un autre point de vue parce qu'il y a certaines choses qui de temps en temps m'ont un peu dérangée. Ce qui n'empêche que c'est un livre extrêmement intéressant. Donc il compte 390 pages, oui. Et ensuite beaucoup de notes d'index qui sont proposées en fin de livre. Voilà, donc je suis en train de reprendre certains passages que j'ai envie d'approfondir. Ensuite, je viens de commencer de lire hier The Law of Divine Compensation, je vais y arriver, la loi de la compensation divine de Marianne Williamson, pour les personnes qui connaissent. Donc, un livre sur le travail, l'argent et les miracles. J'ai acheté ce livre il y a pas mal d'années. Shana, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. C'est bien. 2012. Ok, 2012. Donc, je l'ai acheté, d'avoir pas loin d'une dizaine d'années maintenant et je ne l'ai pas encore lu. Et là, comme je disais, je l'ai retrouvé et j'ai décidé de le lire. Probablement qu'ensuite, je le revendrai. Donc c'est un livre qui nous parle de l'abondance, la notion d'abondance, notamment en lien avec le travail et l'argent tout particulièrement. L'abondance est un thème qui est extrêmement large
mais ici le focus c'est le travail et l'argent, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais c'est un livre qui est inspiré de A Course in Miracles, un cours en miracle, et qui propose un point de vue qui est très judéo-chrétien, ce qui me dérange puisque je n'ai pas du tout d'affinité avec la pensée et la croyance judéo-chrétienne, catholique, etc. Et je n'ai pas envie de m'intéresser à des thèmes qui sont proposés sous cet angle en particulier. Comme je disais, j'ai ce livre, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais le lire, surtout qu'il se lit très facilement puisqu'il y a beaucoup d'espace et les caractères sont assez grands. Et le livre ne fait que 180 pages, donc je pense que je le lirai assez rapidement. Et pour l'instant, eh bien, je fais simplement cette gymnastique de à chaque fois remplacer Dieu Tout-Puissant par ce en quoi chacun décide de croire, que ce soit l'esprit, le divin, l'univers, etc. Voilà, mais malgré tout, il y a... je trouve que les thèmes abordés sont intéressants. Alors pour commencer, il y a le pouvoir de la foi, ensuite l'importance de l'amour, transformer une image de soi négative, libérer la colère, au-delà de la culpabilité, transcender la peur, la positivité, le travail et la mission de vie, et ensuite accepter l'abondance. Voilà, ce sont des thèmes très généraux, mais assez intéressants. Je lirai le livre, il se lit très facilement, et ensuite, eh bien, probablement que je le revendrai. Ok, alors ensuite, j'ai repris un livre que j'ai depuis pas mal de temps également, qui s'appelle Transformation of Myth Through Time, de Joseph Campbell. Je n'ai pas trouvé de traduction de ce livre, mais c'est un auteur qui est extrêmement connu et il y a de nombreux livres qui sont disponibles en français. Alors celui-ci a été publié en 90. Voilà, j'aime beaucoup revenir à d'anciens livres en ce moment, comme vous le voyez. Au niveau de la table des matières, au début, les origines de l'homme et du mythe. Le monde de Pharaon, l'Égypte, l'Exode et le mythe d'Osiris. La source sacrée, la philosophie de l'Est, la voie vers l'illumination et le bouddhisme. Du ça à l'ego, la Kundalini. De la psychologie à la spiritualité, la Kundalini, deuxième partie. De l'obscurité à la lumière, les religions mystérieuses de l'ancienne Grèce. Là où il n'y avait pas de chemin, les légendes arthuriennes et le monde occidental. Un cœur noble, Tristan et Iseux, et la recherche du Graal. Voilà, donc des thèmes qui sont, personnellement, je trouve, extrêmement intéressants. Le livre fait environ 250 pages. Maintenant, il est écrit avec beaucoup d'espace en grand et il y a beaucoup d'images. Il y a vraiment beaucoup d'images qui sont proposées. Ça n'empêche que ça n'est pas un livre qui se lit facilement puisqu'il s'agit en fait de 13, voilà, vendredi 13 conférences du maître très connu de la mythologie. Donc ce sont à chaque fois des conférences qui sont complexes, mais qui sont extrêmement fascinantes, je trouve. Donc le matériel du mythe est le matériel de notre vie, le matériel de notre corps et le matériel de notre environnement. Et une mythologie vivante s'occupe de ceci d'une manière qui est appropriée à la nature de la connaissance au moment. Phrase de Joseph Campbell. Donc, à travers cette série de 13 conférences, le mythologue Joseph Campbell explore les mythes de nombreuses ères et cultures qui les ont produits,
brillant et très accessible. Voilà, j'avais commencé à lire le premier paragraphe qui m'avait laissé à beaucoup réfléchir. Et là, j'ai l'intention de, dans les prochaines semaines, le lire. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris quelques livres, cette fois-ci des lectures beaucoup plus légères. J'ai eu envie de découvrir Edgar Allan Poe. Donc il y a quelques années maintenant, je me suis intéressée à la littérature gothique, qui est un genre que j'adore personnellement, qui résonne beaucoup et qui en fait correspond tout à fait à ce que je cherche dans des lectures plus littéraires et plus légères pour me détendre à la fin de la journée, ou pour simplement profiter d'un moment et lire quelque chose qui est très intéressant. Et j'ai lu, mon livre préféré, c'est Jane Eyre à ce jour. J'avais également lu Dracula, euh, Pride and Prejudice, non, si Pride and Prejudice, oui, Pride and Prejudice de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugés, un livre absolument magnifique, tellement en avance sur le temps et très intéressant par rapport à cette contribution que Jane Eyre a fait au genre féminin. Ensuite, j'avais aussi regardé, quel est le titre? Mary Shelley, un de mes films préférés, donc qui nous raconte en fait la vie de Mary Shelley qui a écrit Frankenstein, et le film explique comment elle en est venue à écrire cette œuvre monumentale dans le genre gothique. Vraiment, vraiment un film magnifique. Et j'ai l'intention dans les prochaines semaines de lire Frankenstein. Mais pour cette fois-ci, je me suis intéressée à Edgar Allan Poe. Alors j'ai trouvé à la bibliothèque The Black Cat, et le livre est bilingue, donc The Black Cat, le chat noir, évidemment. Donc ici, vous avez la version anglaise et là, la version française. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, ce livre est disponible en version française. Donc il fait 280 pages, mais il y a les deux versions. Voilà, ça m'a intéressé, le chat noir, dans cette période du vendredi 13, de Mabon, Samhain, etc. J'ai également loué Mystification and Other Tales, Mystification et autres contes. Également un livre qui est disponible dans la version originale anglaise et une traduction française. Il y a quelques images qui sont proposées. Alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ce livre, parce qu'il n'y a pas d'explication à l'arrière, il n'y en a pas non plus dans le livre lui-même. Donc j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai eu envie de lire le livre, le titre m'a intéressée et j'avais simplement ouvert le livre et j'étais tombée sur un paragraphe qui m'avait plu. Donc tout d'abord, il y a une explication sur le mystifique, et ensuite la mystification et le livre, qui n'est pas divisé en chapitres. Voilà, donc comme je disais, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce sera une découverte, mais j'espère que ce sera une bonne découverte. Alors, il me reste 2 livres. Dans un genre totalement différent, j'ai trouvé ce livre qui m'a vraiment frappée. Il s'agit de Suis-je hypersensible de Fabrice Midal, enquête sur un pouvoir méconnu. Alors évidemment, je sais que je suis hypersensible, je me suis intéressée à l'hypersensibilité il y a certainement une quinzaine d'années maintenant, et j'avais pas mal exploré les œuvres de Helen Aron, qui est de certaine manière la pionnière en matière d'hypersensibilité. Ce qui m'a intéressé par rapport à ce livre en particulier, c'est l'auteur, parce que Fabrice Midal est un philosophe et un écrivain qui est spécialiste des violences du quotidien et l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Et donc,
il propose ce livre sur l'hypersensibilité, mais à travers ce prisme des violences et la table des matières est assez intéressante, je pense. Donc l'acceptation, le faux soi, l'écorché vif, les émotions, la sorcière, je pense trop, l'ancrage, le cœur, le surdoué, la normalité, le silence, le burn-out, le stress, Spider-Man, l'art, la princesse au petit pois, Narcisse, sublime, Darwin. Voilà, c'est, je pense, une lecture qui sera relativement facile et rapide, puisque comme vous le voyez, le livre est écrit en grands caractères avec beaucoup d'espace, mais c'est un livre qui est assez interactif. Il propose en fin de paragraphe un résumé et ensuite un exercice à réaliser. Voilà, donc c'est assez intéressant et c'est pour moi, mais également par rapport à ma pratique, puisque je suis amenée à travailler avec des personnes hypersensibles ou bien des personnes qui ont été confrontées à des violences ou des traumas dans le passé. Et donc voilà, ce type de thématique m'intéresse énormément. Et pour terminer, j'en ai déjà parlé, mais j'ai décidé de relire The Wildwood Tarot, Wherein Wisdom Resides. Donc le livre qui accompagne le Wildwood Tarot, dont la traduction française est un peu particulière, c'est le tarot de la... le tarot de la forêt. Je pense que c'est le tarot de la forêt enchantée. Comme je disais, c'est un titre qui est un peu particulier. Voilà, donc j'ai décidé de reprendre ce tarot que j'ai depuis longtemps, que j'adore, et de l'utiliser pendant une année complète. Donc je vais lire ce livre, je compte le lire d'une traite en quelques jours, et ensuite au fil de l'année, eh bien, je reviendrai sur certains passages qui éventuellement peuvent me parler, que j'ai envie de revoir, de retravailler en utilisant également le tarot. Voilà pour ma longue liste de livres de cette période. Comme je disais, pour l'instant, je suis vraiment dans cette énergie de me poser tranquillement avec une bonne tisane et m'installer pour profiter un peu du soleil ou bien simplement pour profiter d'une soirée tranquille et lire. Et j'ai des livres voilà, qui demandent davantage de l'étude et ensuite d'autres lectures plus légères pour décompresser, pour me détendre et avoir autre chose également à lire et découvrir. N'hésitez pas à me dire si cette liste vous a inspiré, s'il y a peut-être certains livres que vous aimeriez pouvoir lire. Je vais essayer de penser à indiquer la liste des différents titres pour que vous puissiez avoir les références et notamment les références en français pour que ce soit plus simple. Et voilà pour cette petite liste de ce vendredi 13. Comme vous voyez, je suis tout à fait dans cette énergie d'exploration, de la pensée finalement des humains depuis la nuit des temps sur le monde, de cette création des mythes et les mythes mais aussi les pratiques qui ont été mises en place pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour mieux comprendre également notre place dans ce monde après les nombreuses épreuves que j'ai vécues ces dernières années. Ma spiritualité a été fortement remise en question et voilà, je me pose certaines questions et j'ai envie d'explorer certains sujets en particulier qui m'appellent parfois depuis longtemps et qui me fascinent et qu'aujourd'hui je me sens vraiment prête à pouvoir explorer. Voilà, j'espère que cette liste, comme je disais, vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt.